BFM Business, BFM Crypto, le club. Incroyable ce qui est en train de se passer quand même sur les cryptos. Là. Le Bitcoin qui continue de progresser. On a franchi tout à l'heure la barre des 26 000 $ sur le Bitcoin. Vous ne rêvez pas. 26 000 $ il y a 24 heures. On était à peu près 22 000 $. En 3 jours, le Bitcoin a repris 33%. Valentin Demey vient de nous rejoindre. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Pour Cryptos, Vincent Gane aussi avec nous. Bonjour Vincent. Vincent, êtes-vous là? Vincent Gane, analyste technique. Oui, je suis là. Indépendant. On est ravis de vous retrouver Vincent, d'autant que le Bitcoin fait des folies là depuis quelques jours. Alors on le disait, le Bitcoin a récupéré là en à peine 3 jours 33%. On est à quasiment 26 000 $ en ce moment. Est-ce que cette hausse, à vos yeux, sonne creux ou est-ce qu'elle pourrait se prolonger, Vincent? C'est une question, mon cher Guillaume. Effectivement, c'est un petit miracle, c'est presque inespéré ce qui se passe pour le cours de Bitcoin depuis 3 jours. Mais simplement pour situer les choses pour vous, pour Valentin, mais je sais que vous êtes déjà au courant, mais pour les auditeurs, le classement des actifs financiers les plus performants depuis la faillite de la Silicon Valley Bank, depuis la résurgence du risque bancaire, le classement des actifs les plus performants. Alors logiquement, et ça je pense que tout le monde s'y attend, ça ne vous choque pas, cher Guillaume, si je vous dis que l'or et l'argent se sont bien comportés, et je pense que les auditeurs aussi trouvent ça logique. Le marché obligataire aussi a réattiré des capitaux avec la baisse des taux d'intérêt nominaux. Sur le marché d'échange, alors l'euro a progressé, le franc suisse aussi a progressé. Donc jusque-là, il n'y a rien de choquant finalement, parce que ce sont des assets, des actifs qui, lorsqu'il y a un risque important ou un potentiel risque systémique, attirent des capitaux. Jusque-là, tout va bien. Mais je réactualise là mon classement des actifs les plus performants. L'or a pris 5-6% depuis la faillite de la SVB. Et puis tout en haut, un actif dont le code commence par BTC, effectivement, Bitcoin, plus 17% depuis la faillite de la Silicon Valley Bank. Alors, de là à dire que le Bitcoin serait un hedge contre le risque bancaire, alors je sais que Valentin de Cryptos est en plateau, il répondra à cette question bien me coin, mais franchement, il ne faut pas s'avancer. Bitcoin n'est pas un hedge contre le risque bancaire, mais effectivement, il y a un arbitrage là qui est une réalité. Alors, c'était pas gagné cet arbitrage favorable au marché des cryptos, surtout que encore jusqu'à la fin du week-end dernier, la faillite de la SVB pouvait emporter, ou du moins il y avait un risque, un des stablecoin stars, l'USDC. Finalement, il est revenu, s'est repayé à 1. Donc, ça a été chaud en fait. Alors, vous savez, le mot miracle est beaucoup trop fort. Mais ce qui se passe là pour le cours du Bitcoin, c'est assez inespéré. En tout cas, vous savez, tout au long de l'année 2022, on a pu se poser la question de savoir est-ce que Bitcoin était la couverture contre une multitude de risques, contre le risque géopolitique, le risque d'inflation. Alors, on a compris que non, Bitcoin ne couvrait pas contre le risque d'inflation, mais contre le risque bancaire, ça faisait quand même un certain nombre d'années qu'on n'en avait pas parlé, depuis la crise des dettes souveraines au sein de la zone euro. Donc finalement, voilà, on peut s'interroger. Alors, franchement, sans le plan de sauvetage de la Fed, on n'en serait pas là. Maintenant, plus concrètement, le cours du Bitcoin, ça fait plusieurs mois qu'il met en place une forme de renversement haussier. Le cours du Bitcoin, ça fait plusieurs mois qu'il se renverse à la hausse depuis les 15-16 000 $ en lien avec des facteurs qui sont davantage des facteurs cross-assets. Et je pense que si vous cherchez la raison, le coupable, pour ceux vous savez qui n'aiment pas le Bitcoin, ils cherchent un coupable. Alors le coupable de cette remontée du cours du Bitcoin, moi j'irais chercher ça du côté du cycle des taux d'intérêt qui ont chuté de manière verticale depuis 3-4 jours. Et bien sûr, il y a aussi là un short squeeze. Le short squeeze, c'est quoi? C'est lorsque l'on va chercher des niveaux de prix qui déclenchent l'ordre stop des positions vendeuses. Et c'est ce qui est en train de se passer depuis que le marché est en train de tutoyer la résistance technique des 25 000 $ et c'est promis, j'arrête. Si le marché, et j'insiste, si et seulement si, car ce n'est pas acquis, si le cours du Bitcoin dépasse la résistance des 25 000 $, alors il pourra poursuivre son rebond en direction des 28-29 000 $. C'est le prochain seuil important, 28-29 000, d'un point de vue technique. Vincent, c'est le seuil que vous guettez, que vous regardez? Oui, alors en fait, on est déjà sur un seuil important. Là, on essaie de le dépasser. Si on pouvait avancer dans le temps, si j'avais une machine à voyager dans le temps et on pouvait se téléporter à la clôture de la session boursière états-unienne, là, on a une cassure de résistance. Donc c'est propre et derrière, on vise, alors je vais être précis, 27 300 et 28 700 $. Bon, on va dire 29 000 $. Maintenant, voilà, il reste quelques heures, donc un peu de patience et j'invite tous les auditeurs à se reconnecter à leur plateforme de bourse vers 22 heures pour voir si le Bitcoin a dépassé les 25 000 et si c'est le cas, il ira à 29 000. Impressionnant de voir cette remontada des cours du Bitcoin. Bien sûr, on rappelle à ceux qui nous suivent qu'il ne faut investir dans les cryptos que l'argent qu'ils sont prêts à perdre. Évidemment, tout cela reste très volatile, spéculatif et tout peut se retourner très vite à la hausse. On l'a vu depuis 2-3 jours comme
à la baisse, et on l'a vu pendant toute l'année 2022 notamment. L'Ether, un petit mot de l'Ether quand même, Vincent, on est à 1765 $. L'Ether aussi rebondit. Oui, bah écoutez, sur l'Ether, moi je vais me simplifier la tâche, je vais vous donner un chiffre rond. Allons tranquillement chercher les 2000 $. Ce sera déjà un bel objectif en soi. Merci beaucoup. Vincent Gane avec nous, analyste technique indépendant. Et vous avez cité Valentin à l'instant. Vincent, il est en effet à nos côtés sur le plateau de BFM Business. Valentin Demey pour Cryptost. Ce rebond du Bitcoin, qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment on l'explique? Alors on a vu là sur les réseaux sociaux beaucoup de fans de crypto nous dire que c'était la défiance vis-à-vis du secteur bancaire. Bon, on peut aussi croire plutôt qu'il s'agit de la baisse, la détente du marché obligataire qui a sans doute soutenu le Bitcoin. Comment est-ce que vous regardez en tout cas cette remontada? Oui, effectivement. Alors moi, je me remettrai surtout à Vincent. On va se faire des passes comme ça. Effectivement, ça sera, même s'il nous a quittés au téléphone. Moi, je fais le filon entre les deux, je ramasse les balles. C'est parfait. Ouais. Mais effectivement, je pense que c'est très lié à la Fed qui va peut-être pivoter, nous disait Vincent. On va peut-être avoir les taux d'intérêt qui vont se détendre. Donc évidemment, tous les classes d'actifs y bénéficient, et Bitcoin compris. Mais quand même, on est pour la première fois depuis l'histoire de Bitcoin qui a été créée en 2008, qu'on est sur l'un des vrais enjeux pour lequel cet actif, Bitcoin, a été créé par Satoshi Nakamoto, justement pour être rempart en cas de problème systémique, en cas de problème des banques. Donc on y est très clairement. D'ailleurs, on rappelle peut-être pas assez souvent, dans le tout premier bloc ou l'un des tout premiers blocs de Bitcoin, le Genesis block justement, il y avait cette mention déjà à l'époque, le chancelier sur le point d'accorder un second renflouement des banques. C'était juste après la faillite des Lehman Brothers, et donc on est très clairement dans les mêmes scénario où Bitcoin pourrait être un rempart, puisque son réseau, la blockchain, le réseau Bitcoin continue de fonctionner et de servir les intérêts des utilisateurs. On est bien sûr pas du tout en 2008, c'est pas le même stress, c'est très très différent. Et pour la communauté crypto qui suit peut-être pas BFM Business le reste de la journée, bien sûr, on a beaucoup d'émissions consacrées à ce qui se passe sur les marchés dans l'univers financier tout au long de la journée, et parmi elles, bien sûr, BFM Bourse de 15h à 18h pour tout comprendre. Mais c'est ce que vous nous dites quand même, certains ont sans doute acheté du Bitcoin en se disant, et en revenant à la philosophie initiale, la genèse du Bitcoin, en se disant, ben voilà, on a là un stress sur le secteur bancaire, même si on n'est peut-être pas en 2008, ou même si on y est, certains y croient quand même, Bitcoin peut retrouver une forme d'utilité dans ce genre de contexte. En tout cas, il a clairement été créé pour ça, avec plein d'autres usages, mais la vocation de Satoshi Nakamoto, l'état dans lequel il a été lorsqu'il a créé Bitcoin, c'était dans ce stress, dans ce type de stress en tout cas, où pour le coup le seul point commun c'est que il y a des banques qui sont en faillite et des banques qui sont en grande difficulté. C'est pas les mêmes banques, c'est pas les mêmes grosseurs, on est bien d'accord, c'est pas le même contexte, mais en tout cas la genèse est la même. Bon, intéressant. Vous aviez déjà vu le Bitcoin remonter aussi vite? Oui, bien sûr, c'est... Oui. Pour le Bitcoin, c'est assez banal presque. Alors c'est pas banal, c'est vrai que ça fait un an et demi qu'on s'embête un petit peu, et c'est certainement pas de ces amplitudes-là. Par contre, voir des remontées à ce point-là, oui. Je crois pas qu'on en ait suivi ensemble, Guillaume, par contre, sur le plateau depuis la création de l'émission, mais en tout cas, c'est l'une des plus grosses de l'émission, ça c'est certain. Effectivement. Et alors, on voit dans le secteur bancaire des volatilités encore plus fortes que celles du Bitcoin en ce moment. On peut citer par exemple dans les banques américaines régionales qui posent problème, en tout cas qui posent question. First Republic Bank, le titre hier a perdu 60%. Il récupère aujourd'hui 55%. C'est une banque. Incroyable volatilité quand même en ce moment sur le marché financier et notamment sur le secteur bancaire. Ce qui nous a surpris dans l'univers crypto ces derniers jours, c'est pas de voir cette volatilité. Pour le coup, on s'y attend dans les cryptos. Mais c'est de voir que les stablecoins qui promettent la stabilité face aux devises fiat, les stablecoins finalement parfois se décorrèlent. On peut citer l'exemple ce week-end de l'USDC. Il est supposé être arrimé au dollar. Il s'est un peu désarrimé ce week-end. Que s'est-il passé sur les stablecoins? Et ça a été un week-end assez compliqué, effectivement, qui a fait beaucoup peur aux investisseurs et aux fans de crypto, parce qu'il a rappelé à peu près comment a démarré la crise de l'UST, Terra, Luna l'année dernière. C'était il y a 10 mois, on en a beaucoup parlé sur ce plateau. La perte du PEG, ce qu'on appelle donc le PEG, c'est l'arrimage au prix du dollar d'un stablecoin. Il faut bien différencier les deux types de stablecoins sur lesquels on est en train de parler. C'est très important de faire la distinction entre le stablecoin algorithmique qui était l'UST et qui a échoué, qui n'a pas fonctionné, qui est allé à zéro, c'était l'année dernière. Et ce qui s'est passé ce week-end avec l'USDC Circle, qui est un stablecoin centralisé, dont justement Circle garantit la totalité de l'argent en circulation sur la blockchain, en
l'occurrence, c'était à ce moment-là 44 milliards de dollars. Et on se disait, ce profil de stablecoin est moins risqué que les stablecoins algorithmiques. Sauf que ce week-end, Et oui. ça s'est désarrimé. Et on se disait que c'était surtout le plus sûr. Et c'était surtout l'émetteur le plus sûr, puisque c'est le même système que l'USDT de Tether. Mais on disait, effectivement, historiquement, Circle est bien plus audité, bien plus transparent, bien plus robuste. Donc s'il faut choisir un stablecoin centralisé, ça sera l'USDC, à défaut d'être l'USDT. Et pourtant, effectivement, l'USDT est bien resté arrimé au dollar ce week-end, contrairement à l'USDC qui est descendu de plusieurs, allez, on va dire 10-12 centimes au courant du week-end. Comment ça s'explique ? Ça s'explique justement par la transparence de Circle vis-à-vis de là où sont déposés son cash, là où sont déposées ses obligations. On a pu attester du fait que 3,3 milliards de dollars étaient déposés chez une des banques qui faisait faillite. En l'occurrence, c'était Silicon Valley Bank. 3,3 milliards de dollars sur les 44 milliards de dollars de Circle et donc de son USDC, c'est pas grand-chose, mais ça faisait quand même peur. Sachant que le bilan global qui garantit les actifs de l'USDC sont à 77% des réserves du Trésor et un peu plus de 20% du coup, 23% c'est du cash réparti sur 8 banques et donc dont 3 faisaient défaut. Ils avaient retiré une partie des dépôts avant, mais celle de chez SVB était potentiellement problématique. Donc après, ça a été très globalement panique sur panique. Déjà, beaucoup ont spéculé sur le fait que l'USDC irait à zéro. C'était les fantômes de l'UST, c'était très peu probable, ou alors ça voulait dire qu'il y avait zéro garantie dans les caisses de Circle qui sont pourtant très auditées, donc ça a été quand même l'une des inquiétudes sur les réseaux qui était absurde. Par contre, effectivement, si on n'avait pas retrouvé les 3,3 milliards de dollars, eh bien on aurait pu avoir un léger dépeg logique de l'USDC. Mais très vite, le PDG de Circle, dans le week-end, a répondu qu'il prendrait à leur perte si jamais on n'aurait pas retrouver ces milliards, sachant qu'à l'époque la Fed ne s'était pas prononcée pour porter secours à certaines des banques. Donc en fait, ce qui s'est passé, ça a été panique sur panique, sachant qu'en plus les banques étaient fermées. Donc ce qu'on appelle le redeem dans l'écosystème, c'est-à-dire vous avez un USDC, vous allez voir Circle et ils vous rendent un vrai dollar. Ça ne peut pas se faire quand les banques sont fermées le week-end. Donc il fallait attendre lundi pour que l'arbitrage se fasse. En plus de ça, c'est bien d'avoir des réserves, mais quand elles deviennent inaccessibles, ça c'est le problème des banques qui sont effectivement fermées le week-end. Ouais. Et donc effectivement, ce qui s'est passé, c'est que très vite, quand l'annonce du PDG de Circle est arrivée le samedi soir et qu'on a su donc que ça allait être résolu et qu'on allait retrouver ces 3,3 milliards, le cours a commencé à remonter. Et lorsque les banques ont rouvert hier matin, eh bien, il y a eu ce système d'arbitrage où on est allé acheter à 0,95 centimes de l'USDC pour aller l'échanger à 1 dollar et ça a fonctionné. Et donc l'arbitrage a permis à l'USDC de remonter à 1 dollar. Donc il est de retour à 1 dollar. Il a perdu 3,8 milliards de dollars de valorisation qui sont partis au profit de Tether pour son USDT. Donc il y a quand même une petite crise de confiance sur les stablecoins. D'autres ont aussi été retirés en cash et ne reviendront pas dans l'écosystème tout de suite. Mais pour le coup, il n'est pas allé à zéro contrairement à l'UST, mais c'était la grosse panique du week-end. Donc le problème, c'est pas tellement le stablecoin en soi, c'est l'exposition de ce stablecoin, parce qu'il a des réserves, au secteur bancaire, en l'occurrence. En l'occurrence, effectivement, c'était ça, puisqu'il y avait quand même une ségrégation des fonds sur 8 banques différentes, mais que 3 sont tombées à la filée et que la dernière posait plus de problèmes, c'était SVB ou l'avant-dernière. Donc oui, pour le coup, c'était plutôt dans l'autre sens cette fois-ci. Effectivement. Et là, on est à nouveau à 1 dollar. Hein. La parité a été retrouvée. Oui, j'ai regardé à l'instant, on est revenu à 1 dollar. Ouais. Bon. Il faut qu'on parle aussi de Meta. Parce qu'il y a un peu plus d'un an, Meta nous disait vouloir investir énormément dans le métavers. Facebook avait d'ailleurs à l'époque changé de nom. Et aujourd'hui, Meta nous dit vouloir abandonner, Valentin, le métavers, le sacro-saint métavers auquel vous tenez tant, Valentin. Oula. Meta compte abandonner le métavers sur Instagram et sur Facebook. C'est une vraie marche arrière là ? Alors c'est pas les métavers, Guillaume, c'est les NFT. Les NFT, pardon. Oh là là, mais qu'est-ce que je dis ? Vous avez raison. Non, c'est les NFT, effectivement. Donc ces fameux tokens non fongibles qui. Pardon à tous, vraiment, oui. C'est pas tout à fait la même chose. Les NFT peuvent être utilisés dans les métavers, mais c'est pas tout à fait la même chose. Si effectivement, même si derrière on s'interroge sur l'utilité du métavers chez Facebook. Je me suis emballé. Vous êtes trop pressé de ce moment, Guillaume. Ça sera votre histoire personnelle. Au niveau des NFT, effectivement, c'était sur Instagram. Et là, moi, je l'avais pas vu, les NFT sur Instagram, mais beaucoup de gens ne l'avaient pas vu parce que c'était réservé à très peu de personnes et c'était surtout en test côté US avec des personnes qui s'étaient inscrites sur le programme pour tester de vendre des NFT et de faire une sorte de marketplace sur Instagram. Bon, ben voilà, c'est fini. Finalement, ça a coûté trop cher au groupe et le groupe n'y trouve plus tellement d'intérêt. Donc, plus de NFT sur Instagram, même si encore une fois, c'était très petit à l'heure actuelle. Et c'est vrai, Mark Zuckerberg et le groupe, avec tous les milliards perdus autour de ces thématiques des NFT et du métavers, surtout parce que c'est le métavers de Facebook qui fait perdre beaucoup d'argent, s'interrogent sur la posture. Faut-il continuer ? Ne sont-ils pas trop early dans l'écosystème avec leur métavers ? On ne sait pas trop. En tout cas, eux-mêmes ne le savent pas. On a l'impression qu'ils s'intéressent surtout à l'intelligence artificielle maintenant, tout ce qui touche à ChatGPT. Donc, ils vont de
d'intérêt en intérêt. Maintenant, les cryptos sont un peu éclipsés par justement l'intelligence artificielle et ChatGPT, donc ils vont d'abord là-dedans. Elon Musk lui-même dit, après les cryptos, je m'intéresse désormais à l'intelligence artificielle. Il l'avait tweeté il y a quelques jours. Est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir has-been, vous, l'écosystème crypto, face à l'émergence de l'intelligence artificielle? Lorsqu'il y aura un plateau sur l'intelligence artificielle, je basculerai sur le plateau suivant. Je ne suis pas influenceur, je me mettrai un peu à jour avant pour être sûr de mes capacités. Mais en tout cas, oui, ça c'est vrai que, mais je le répète parce que c'est vrai que moi j'ai cherché longtemps les NFT sur Instagram, je ne les ai pas vus, mais c'est quand même un mauvais signal parce que c'était l'un des gros mouvements de l'année passée sur l'écosystème des NFT, de voir Instagram et le groupe Meta s'y atteler. Cela étant, on a appris la semaine dernière que c'était nos amis de Amazon qui allaient lancer prochainement, dans le courant du mois prochain, une plateforme de NFT. Donc on verra comment ils se déploient là-dessus. Oui, la course-poursuite entre les GAFAM, à qui sera le plus en avance dans cet univers du Web3 aussi. Les GAFAM s'y intéressent de plus en plus. Vous citiez Amazon, alors qu'à l'inverse, à l'instant, donc, enfin c'était il y a 2 heures, Meta nous a annoncé abandonner, oui ça passe vite, nous a annoncé abandonner les NFT sur Facebook et Instagram. Nous, dans le club BFM Crypto, on a notre NFT, c'est vous. C'est vous notre NFT. Vous savez pourquoi ? Ça, la semaine dernière, monsieur Sommerer, la communauté l'a bien vu, vos NFT. Vous avez critiqué un tableau de Pascal Boyard figurant l'un des potentiels fondateurs de Bitcoin en disant que c'était ma tête en plus, monsieur. Il va falloir rendre des comptes des armes. Je vais me rattraper en vous passant un peu de crème. Valentin, vous êtes notre NFT, notre talent non fongible. Notre talent non fongible, plusieurs fois par semaine à nos côtés dans ce club BFM Crypto. On va parler du FBI, tiens, quand même, pour terminer sur une note négative, parce que sinon ce serait pas drôle. Le FBI s'intéresse en effet à l'affaire Terra. D'anciens employés de Terra, Valentin, ont été interrogés. Oui, et là on est clairement dans l'une des premières crises de l'écosystème l'année dernière, en 2022, avec justement l'effondrement de ce stablecoin algorithmique, l'UST, et donc de l'écosystème Terra. Et on a le FBI qui rentre dans la danse et qui va interroger certains salariés de la plateforme Terraform Labs, qui était la plateforme qui employait les personnes qui travaillaient sur le protocole Terra, qui a donc, ça n'a pas du tout fonctionné, je n'ai pas utilisé de termes à connotation trop négative autour de ce projet, mais c'était clairement une escroquerie pour le coup, pour quand même en citer un de ces mots, puisqu'on a fait perdre 35 milliards de dollars en moyenne aux investisseurs qui étaient intéressés au projet, l'UST, Terra et encore tout ce qui tournait autour de cet écosystème Terra Luna. Donc là, il y a le FBI qui rentre dans la danse et qui interroge ces anciennes personnes sur notamment l'utilisation de plateformes centralisées qui auraient dû servir de traçabilité pour montrer que les prêts étaient bien établis et que les différents flux étaient corrects, qui auraient été falsifiés, des blockchains qui auraient été utilisées qui finalement ne l'étaient pas. On a quelques jours aussi la SEC, quelques semaines, qui est rentrée dans la danse pour attaquer le Do Kwon, qui donc toujours recherché d'ailleurs par la police, le fondateur de Terra, on ne sait toujours pas où il se cache, quelques suspicions par Interpol, mais il est toujours en vadrouille et il continue. Alors il tweete un peu moins en ce moment. Avant, il s'amusait à tweeter à tout va et à passer la tête sur les lives Twitch des journalistes qui l'interrogeaient. C'est peut-être vous ? C'est pas moi, Guillaume. C'est pas vous, d'accord. Mais en tout cas, on le voit moins en ce moment. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, là aussi, la SEC les accusait d'avoir monté toute une pyramide d'escroquerie en faisant des faux tokens, des tokens à valeur immobilière qui n'auraient pas été enregistrés, en ayant dupé les déposants avec des taux d'intérêt alléchants sans montrer les risques et ce genre de choses. Donc voilà, FBI sur tout l'aspect des flux qui ont été échangés avec des plateformes centralisées ou non, qui interrogent des anciens salariés, et puis la SEC qui rentre dans la danse aussi avec donc ce questionnement d'actifs qui n'auraient pas été enregistrés et de rendements trop juteux. Donc voilà, ça continue, il faudra toujours retrouver Do Kwon qui se promène a priori dans certains pays. Et le FBI est sur le coup, interrogeant donc certains anciens salariés de Terra. Merci Valentin d'être passé nous voir. Merci Guillaume.